grand reporter chez France Inter, c'est bien ça. Et vous venez de publier un rapport qui s'intitule Au nom de la France, guerre secrète au Rwanda. Donc vous allez nous entretenir sur la question de l'opération turquoise au Rwanda, qui est une opération, comme vous le savez, de l'armée française, et qui est en amont avant tout une opération politique, dite humanitaire, mais qui est au fond une opération controversée. Merci de notre. Oui, voilà. Merci de me donner la parole. Je ne sais pas si je fais 25 minutes ou je fais peut-être plus court pour donner la parole aux questions, comme vous voulez. Je vous donne 20 minutes. D'accord, très bien, je m'adapte. Oui, on m'a demandé de parler de l'opération turquoise. J'explique en 2 mots. L'opération turquoise, c'est une opération, alors, officiellement humanitaire, militaro-humanitaire, mais qui en réalité est plus militaire qu'humanitaire, on va le voir. Et une opération qui se déroule entre la mi-juin et la mi-août. Mais finalement, cette opération, c'est un peu un trompe-l'œil, parce qu'au moment où se déroule l'opération turquoise, 2500 soldats français qui sont sur place, avec une zone qui est appelée zone humanitaire sûre, qui est censée être une zone de protection pour les populations, en fait, le génocide est déjà accompli, quasiment. Voilà. Puisque l'attentat contre l'avion du président rwandais Habyarimana, qui donne le signal du génocide qui était préparé bien en amont, le génocide commence tout de suite, dès le 6 avril 1994, et là, on parle donc du 22 juin 1994, c'est quasiment terminé. Je précise ce point parce que c'est important, parce que la France met toujours en avant cette opération turquoise, en indiquant qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu. Et finalement, cette opération turquoise est une façon un petit peu pour certains officiels français, de se défausser de leurs responsabilités. Et en fait, cette opération, qui est censée redorer le blason de la France, comporte énormément de zones d'ombre. Mais 2 mots quand même sur ce qui s'est passé avant, parce qu'on ne peut pas comprendre la controverse autour de l'opération turquoise si on ne raconte pas, même très brièvement, ce qui s'est passé avant. Bon, c'est ce qu'on explique longuement dans le livre avec David Servenet. La France est impliquée militairement au Rwanda depuis 1990. Donc c'est à partir de ce moment-là où la période où le FPR, le Front Patriotique Rwandais de Paul Kagame, donc qui est l'actuel chef de l'État rwandais, commence à y avoir des incursions militaires. Derrière, il y a les Tutsis qui veulent légitimement retrouver parce que ce sont des exilés, finalement, on vous a expliqué le contexte historique tout à l'heure, qui veulent retrouver et partager le pouvoir. Là, on est dans une phase militaire. Le président Habyarimana prend son téléphone, appelle immédiatement François Mitterrand, qui est le président de la République à ce moment-là, lui demandant de l'aide. Et la France commence à envoyer des militaires au Rwanda. Je résume, bien évidemment, à grands traits, mais disons qu'à partir de ce moment-là, 1990, il va y avoir une espèce de fuite en avant militaire de la France au Rwanda, une guerre secrète. C'est-à-dire que là, c'est le point vraiment important aussi. C'est pour ça qu'on a appelé le livre « Guerre secrète », guerre au pluriel, au Rwanda. C'est-à-dire que la représentation nationale, les citoyens, vous et moi, nous ne sommes pas au courant que la France, à partir de 1990, fait la guerre au Rwanda pour soutenir en plus un régime dictatorial et avec, en même temps, parallèlement à cet engagement militaire, une logique génocidaire. C'est-à-dire qu'on le détaille longuement dans le livre, dès 1990, avec, encore une fois, bien sûr, le contexte historique qu'il y a avant, mais il y a des signaux très précis qui indiquent qu'un génocide est en préparation. D'ailleurs, il y a des notes, il y a des interventions, même de diplomates, d'ONG, même des services secrets français, qui font remonter tout ça en haut de la chaîne de l'État. Et l'autre point important, c'est que c'est une guerre secrète
mais qui est menée au nom de la France. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelques dizaines de personnes, une trentaine de personnes au sommet de l'État qui pilotent cette politique secrète. Alors, politique et guerre secrète parce que on va aussi envoyer sur le terrain des spécialistes, c'est-à-dire vraiment l'élite de l'armée française rompue à ce type d'opération. On va créer notamment ce qu'on appelle le COS, le commandement des opérations spéciales, et le DAMI, dispositif d'assistance militaire et d'intervention, avec un copilotage finalement militaire du côté du régime Habyarimana, la France se retranchant derrière le fait qu'elle n'intervient pas directement, que c'est une intervention indirecte, mais de fait, il y a copilotage finalement militaire côté français. Avec évidemment les conséquences qui vont suivre. Et par rapport à cette situation, aujourd'hui encore, c'est ça qui est très intéressant, et je vais arriver à l'opération turquoise, il y a un déni finalement des responsables français par rapport à cette situation sur ce qui a réellement été fait à l'époque. Je prends, pour prendre un exemple récent, vous avez tous entendu en avril dernier des déclarations de responsables français suite à une interview accordée par Paul Kagame au journal Jeune Afrique. Et donc cette déclaration est la suivante. Donc Paul Kagame dit, 20 ans après, le seul reproche admissible aux yeux de la France est celui de ne pas en avoir fait assez pour sauver des vies pendant le génocide. C'est un fait. Mais cela masque l'essentiel, dit-il, le rôle direct de la Belgique et de la France dans la préparation politique du génocide et la participation de la France à son exécution même. Derrière cette déclaration, suite de déclarations outragées et indignées de responsables français, à gauche comme à droite. Parce que ça aussi c'est intéressant. Je vous ai dit que ça a commencé, cette politique secrète a commencé en 1990. À l'époque, c'est François Mitterrand qui est président de la République. Et à partir de 1993, on entre dans une période de cohabitation. Édouard Balladur, Premier ministre, Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. Ce point-là politique est très intéressant parce que finalement, cette politique africaine, même si elle ne va pas forcément être partagée par tout le monde de la même façon dans les couloirs, dans les coulisses, il y a quelques dissensions, mais enfin, officiellement, tout le monde assume cette politique-là. Et donc là, on a Alain Juppé, Édouard Balladur, qui font des déclarations. Donc Alain Juppé, j'appelle le président de la République, François Hollande, et le gouvernement français à défendre sans ambiguïté l'honneur de la France, l'honneur de son armée, l'honneur de ses diplomates. Les responsables militaires français également dénoncent des accusations infondées, parlant d'opération turquoise, en expliquant que cette opération a permis de protéger les populations, de sauver des vies, une quinzaine de milliers de vies, dit le général Lafourcade, qui était le grand patron de la force turquoise à l'époque. Nous n'étions pas dans une mission de combat, dit-il, donc à propos de Turquoise, nous étions dans une mission de protéger les populations, ce qui a été fait assez vite en désarmant les milices. Pareil, Édouard Balladur, mensonge que d'impliquer la France dans le génocide rwandais, etc., etc. Alors, c'est intéressant parce que de voir ces déclarations, et j'ai retrouvé, avant de venir ici, j'ai retrouvé les déclarations qui avaient été faites de façon similaire en 2004, donc 10 ans après le génocide. Pareil, à nouveau, des tribunes dans la presse, le général Lafourcade, l'honneur des soldats de l'opération turquoise, les mêmes responsables montant au créneau pour indiquer que finalement, ce qu'avait fait la France, c'était la France n'avait rien à se reprocher, il n'y avait pas d'examen critique à faire, parce que finalement c'est ça que ça veut dire. Et non seulement il n'y avait pas d'examen critique à faire, mais la France avait sauvé l'honneur finalement en intervenant notamment au moment de l'opération turquoise. Alors, c'est vrai que l'opération turquoise, bien sûr, que des vies ont été sauvées lors de l'opération turquoise, il ne s'agit pas de nier cela. Mais, on le disait tout à l'heure, cette opération militaro-humanitaire, en fait, a servi à bien d'autres choses. Et je vais vous donner quelques détails précis, mais elle a notamment permis aux génocidaires
de quitter le pays, d'être protégés finalement. Des armes ont été livrées. Alors, avant le génocide, bien évidemment, on consacre de longs chapitres dans le livre, mais aussi après le génocide, et notamment après la vie des Nations Unies, l'interdiction des Nations Unies, l'embargo sur les armes à partir de la mi-mai. Donc, beaucoup de questions qui se posent à propos de cette opération turquoise. Et toujours après cette déclaration de Paul Kagame, je donne cet exemple parce que, pour insister sur ce déni finalement des autorités françaises, Hubert Védrine est entendu par la Commission de la Défense. Donc la Commission de la Défense, ce sont les députés français qui sont spécialisés sur les questions de défense et qui, suite à ces déclarations, demandent expressément à Hubert Védrine de venir s'exprimer devant cette assemblée, donc, qui représente les citoyens français. Alors, Hubert Védrine, je précise, c'est un homme clé dans cette affaire, puisque je disais qu'il y avait une trentaine de personnes qui pilotaient cette politique secrète. Il était secrétaire général de l'Élysée à l'époque, donc c'était vraiment l'homme central à l'Élysée par qui passaient toutes les notes au sujet évidemment de cette politique, en lien avec la cellule Afrique de l'Élysée et avec le ministère de la Coopération, le ministère de la Défense et l'état-major militaire, bien évidemment. Et donc, devant cette assemblée, la Commission de la Défense, il va une nouvelle fois faire un plaidoyer pro domo de la politique française menée à l'époque. Donc voilà, on est toujours, encore aujourd'hui, figé dans cette situation, alors que, aujourd'hui, il y a notre livre, il y a bien d'autres ouvrages qui ont été faits, des historiens qui ont travaillé, d'autres journalistes. L'exemple le plus emblématique est le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, qui le premier, donc ancien journaliste au Figaro, qui est allé au Rwanda à l'époque, qui a publié une série d'articles retentissants à l'époque, dénonçant notamment le rôle trouble de la politique de la France. Et ce sont ces articles publiés dans le Figaro à l'époque qui ont déclenché une mission d'information parlementaire, donc des députés qui sont rassemblés pour examiner cette politique. Et Patrick de Saint-Exupéry résume finalement les choses d'une phrase. Il dit, et j'approuve son constat, Paris, avant, pendant et après le génocide, a mené une politique de collaboration avec ceux qui ont commis le génocide. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça a des conséquences. D'abord, ça a des conséquences politiques, historiques, et ça peut même avoir des conséquences judiciaires. J'y reviendrai à la fin de mon propos, mais il y a des procédures judiciaires qui sont en cours aujourd'hui autour de ces affaires-là, de ces faits, et notamment autour de ce qui s'est passé pendant l'opération turquoise. On peut en parler tout de suite, donner deux exemples. Il y a par exemple des femmes Tutsi qui ont déposé des plaintes parce qu'elles accusent des soldats français de les avoir violées. Il y a également des plaintes liées à un épisode terrible qui s'est déroulé fin juin au Rwanda, sur la colline de Bisesero, entre le 27 juin et le 30 juin 1994, des Tutsis qui ont un millier de Tutsis qui avaient été découverts d'abord par une colonne de militaires et qui ont été tués, et les militaires sont revenus 3 jours après. Il y a aussi des plaintes à ce sujet-là. Alors, une fois que j'ai expliqué cela, je veux aussi vous dire que je faisais état d'Hubert Védrine. On pourrait dire, bon, Hubert Védrine, il est plus dans la politique active. Alors, cela dit, symboliquement, c'est quand même intéressant, parce que Hubert Védrine n'est pas seulement l'ancien secrétaire général de l'Élysée, c'est aussi la mémoire de François Mitterrand, puisqu'il dirige l'Institut François Mitterrand. Il a la main sur les archives de François Mitterrand, donc quelque part, il porte cette parole de François Mitterrand. Mais ça ne s'est pas arrêté là, il y a eu des conséquences très concrètes. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui devait se rendre à Kigali pour les commémorations du génocide, sa visite a été annulée. Et donc évidemment, il y a eu une tension extrême entre la France et le Rwanda à ce moment-là, alors que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il y avait eu justement un rapprochement diplomatique. Je ne m'appesantis pas là-dessus, mais entre la France et le Rwanda, avec un pas qui avait été fait pour reconnaître finalement
que tout n'avait pas été si idyllique à cette époque. Mais on a eu, et là je veux citer quelques paragraphes parce que je trouve ça intéressant, une déclaration du Premier ministre dans son discours de politique générale, Manuel Valls, pour montrer que c'est une histoire qui reste très actuelle. Manuel Valls, je cite, dans son discours de politique générale, « Je n'accepte pas les accusations injustes, indignes, qui pourraient laisser penser que la France ait pu être complice d'un génocide au Rwanda, alors que son honneur, c'est toujours de séparer les belligérants. » Et on retrouve exactement les mêmes éléments de langage dans une lettre envoyée, qui a été rendue publique dans la presse, par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, aux armées. Et donc, c'est aussi intéressant de voir le contenu de cette lettre. Il est à nouveau question de l'honneur de la France et de ses armées, d'avoir su la France qui, je cite le ministre, a réagi au drame qui se déroulait sous le regard d'une communauté internationale paralysée. Cette opération, donc là il parle de l'opération turquoise, cette opération conçue dès l'origine pour une durée limitée à 2 mois, répondait à un but et un seul, ça c'est très important, celui de créer sur une partie du territoire rwandais une zone humanitaire sûre qui allait permettre de sauver des dizaines de milliers de vies humaines. Tel était l'ordre d'opération de Turquoise et telle fut la mission exécutée. Sauver un maximum de vies sans prendre parti. Ça c'est un point clé de la déclaration, sans prendre parti. Donc là on a l'impression que la France est une espèce de, voilà, d'intervenant neutre, qui intervient sans prendre parti dans la lutte pour le pouvoir, qui était alors engagée. Cette action, au milieu d'événements tragiques, est apportée au crédit de la France. 20 ans après, nous assumons pleinement cette histoire. Pas du tout. Justement, ils n'assument rien. C'est bien le problème. Alors, si j'avance dans mon propos, aujourd'hui, on sait par exemple que, en fait, cette opération turquoise était une espèce de code mal taillé de négociation entre François Mitterrand, président de la République, et le Premier ministre Édouard Balladur. François Mitterrand voulait une opération offensive. On a même des éléments qui indiquent qu'il voulait carrément faire un raid sur Kigali, donc après le génocide, à un moment où, pour le coup, il n'y a absolument plus aucune ambiguïté. Des massacres de grande échelle ont commencé. On a des génocidaires qui sont en action, un gouvernement intérimaire qui soutient les génocidaires. J'indique au passage que justement, ce gouvernement intérimaire se constitue, là aussi le symbole est fort, au sein de l'ambassade de France, que la France est le seul pays qui, fin avril, alors que le génocide a déjà commencé, reçoit des représentants de ce gouvernement intérimaire à Matignon, ou à l'Élysée, ou au Quai d'Orsay. Donc, quand même. Alors, la neutralité ne saute pas vraiment aux yeux. Et d'ailleurs, sur le fait que François Mitterrand voulait une opération offensive sur Kigali, et qu'une partie de l'état-major souhaitait cela, Édouard Balladur lui-même l'a reconnu, sans trop entrer dans les détails, devant la mission d'information parlementaire dont je vous parlais tout à l'heure. Cette mission d'information parlementaire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments dans les travaux des parlementaires. Dans leurs conclusions, ils nous ont quand même grandement épargné le rôle de la France. Les députés n'ont pas forcément tiré toutes les conclusions par rapport aux éléments qu'ils avaient contribué eux-mêmes à révéler. Je termine 2 mots pour dire qu'aujourd'hui, il y a des enquêtes journalistiques, mais il y a des témoignages de militaires eux-mêmes qui étaient présents sur le terrain. Je peux citer 2 témoignages pour finir, qui sont un peu emblématiques, dont un qui est assez récent. Donc le premier témoignage, c'est celui de Thierry Preugnot, qui était un membre du GIGN, donc les super gendarmes, et qui a déclaré, donc il a formé la garde présidentielle, donc qui participera au génocide, entre autres, et il a participé également à l'opération turquoise. Et il explique, c'est absolument incroyable, mais que l'intoxication, c'est-à-dire comment on leur présente avant d'aller sur place les choses de telle façon, je repense à l'archive qu'on a entendue au début de notre entretien, en disant que ce sont les Tutsis qui massacrent les Hutus. Bon, ça c'est ce qu'on lui disait, dit-il, dans les briefings avant de venir sur place.
il explique également qu'au moment où il a voulu dénoncer auprès d'un supérieur hiérarchique, après son retour en France, des génocidaires, il avait une liste de génocidaires à livrer. On lui a expliqué que non, c'était quand même pas, il valait mieux qu'il oublie. Voilà. L'autre témoignage qui est récent, c'est un autre militaire français qui sort de Londres, qui s'appelle Guillaume Ancel. Et alors, Guillaume Ancel, qui à l'époque était capitaine, son témoignage est très intéressant parce qu'il éclaire justement d'un jour nouveau cette opération turquoise qui n'avait pas grand-chose d'humanitaire finalement, et il peut en témoigner, puisque lui, en fait, à l'époque, il était chargé de guider les tirs des avions, et il explique que il était chargé de préparer un raid sur Kigali. Vous voyez, on y revient, le 22 juin 1994. Donc, guider des frappes aériennes. Il explique qu'au dernier moment, l'ordre finalement a été annulé. De la même façon que quelques jours plus tard, le 30 juin 1994, là aussi, il doit guider des tirs sur une unité du FPR, et au dernier moment, il a un contre-ordre. Et donc là, on est clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est clairement dans une opération offensive, bien évidemment, alors que le génocide est quasiment achevé. Et aujourd'hui, il a même publié une tribune dans Le Monde en disant « Ex-soldat français au Rwanda, j'exige de la France la vérité sur le génocide. En tant qu'ancien officier ayant participé à l'intervention militaire de la France au Rwanda, dit-il, je souhaiterais savoir si je risque un jour d'être mis en examen pour complicité d'un crime insoutenable et imprescriptible, le génocide. » Je finis là-dessus, justement, sur cette idée, là, évidemment, je suis allé très très vite, mais sur cette épée de Damoclès judiciaire, finalement, qui existe aujourd'hui, parce que on a vu récemment, il y a eu la première condamnation, le premier procès d'un officier rwandais qui a été condamné sur le sol français pour génocide, mais il y a une vingtaine de dossiers en ce moment qui sont instruits, et il y a aussi, là je n'ai pas eu le temps de développer, et notamment des poursuites contre un personnage très important aussi de ce dispositif secret qui est le Paul Baril, et donc ancien super gendarme lui aussi, ancien membre de la cellule antiterroriste de l'Élysée dans les années 80, reconverti dans l'aide à certains dignitaires africains, et notamment Paul Baril a servi de point d'appui très important au gouvernement Habyarimana. Et il est soupçonné notamment d'avoir livré des armes, formé des équipes sur le terrain, y compris pendant le génocide. Et aujourd'hui, il est poursuivi devant le pôle génocide, c'est-à-dire l'entité juridique française chargée d'instruire ces faits. Il est poursuivi pour complicité de génocide. Voilà. Donc je terminerai juste d'une phrase en disant qu'aujourd'hui, on sait beaucoup de choses finalement. Finalement, j'ai envie de dire, les pièces du puzzle sont quasiment toutes rassemblées. Bien sûr, il y a encore quelques petites choses à préciser. Par contre, on est toujours dans ce déni dont je parlais tout à l'heure, ce déni politique français, à quelques exceptions près. Je pense notamment il y a Europe Écologie qui était montée au créneau pour dénoncer cette situation. Mais que finalement, cette histoire nous concerne tous parce que le livre s'appelle « Au nom de la France », comme je disais, une politique secrète qui a été menée en notre nom, au nom des citoyens français. Mais finalement, la France, c'était quelques personnes qui ont mené cette politique. Merci Marc pour cet exposé concis mais clair. On aurait voulu vous écouter un peu plus longtemps, mais autant nous le compter. Bien, donc je pense directement la parole à la salle. Si vous avez des questions à nous poser. On va prendre une série de 3 questions pour commencer. Bonsoir. Aujourd'hui, quand on écoute les négationnistes et révisionnistes, notamment Pierre Péan et sa clique, ils nous expliquent que tout démarre de l'attentat, en attribuant l'attentat à Paul Kagame. Or, vous citez dans votre livre une note très importante, à mes yeux, qui est une fiche particulière de la DGSE du 11 avril 1994, qui dit en substance que les services français estiment que le FPR ne peut pas matériellement avoir fomenté l'attentat. Cette note, pour moi, est très importante. Est-ce que vous en avez eu, est-ce que vous avez pu la lire? Parce que je n'arrive pas à la trouver personnellement
sur Internet ou auprès d'autres chercheurs. Et voilà, j'avais une autre question, mais je viens de zapper. Si, pardon, c'est dans votre livre, on apprend beaucoup de choses sur l'enquête actuelle menée par les juges Trévidic et Poux. Je voulais savoir si vous aviez eu accès aux documents de l'enquête, parce que vous citez des informations très très pertinentes. Merci. Une question? Mais c'est bon, je peux la poser tout à l'heure. Non, moi je voulais savoir donc pourquoi, d'abord, pourquoi la France elle est partie là-bas, pourquoi elle. Est-ce qu'il y avait un intérêt quelconque, un intérêt soit du sous-sol du pays, soit pour vendre des armes? Enfin voilà, je me posais ces questions, elles sont peut-être un peu naïves. Et pourquoi cet entêtement à vouloir ne pas reconnaître sur l'intervention de la France là-bas? Pourquoi cet entêtement de ne pas vouloir reconnaître ce qu'elle a fait? Et pourquoi c'est la France qui est allée là-bas? Pourquoi pas d'autres pays? Et voilà, c'est un peu peut-être simple, mais voilà. Je vais poser la même question pour moi. Troisième question? Oui. Merci, Olivier. Oui, parce que là, monsieur qui a intervenu tout de suite a soulevé la question de l'attentat et le lien entre l'attentat et le déclenchement du génocide. Il faut quand même rappeler, parce que pour avoir moi-même un petit peu suivi le drame rwandais à ses débuts dans les années 94, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. D'autant plus que, au départ, c'est bien du moins la juge chargée de l'enquête qui au départ fait le lien entre l'attentat et le déclenchement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au départ, on accuse d'ailleurs notamment la France de cet attentat contre la ville d'Abiyarimana, et notamment donc avec l'aide des extrémistes Hutus. Bien. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Ce qu'il en est aujourd'hui de cette enquête, si elle a été menée à bout, si oui, quels sont les responsables de cet attentat? Voilà, donc, vous l'avez vraiment Alors, l'attentat, peut-être je vais croiser les deux questions, puisque finalement elles se rejoignent sur l'attentat. Juste, la question sur l'accès aux documents, évidemment je suis journaliste, donc j'ai le secret des sources, mais oui, j'ai pu évidemment avoir accès à ces documents-là. Voilà, je n'épiloguerai pas plus. Non, mais bien sûr, tous les éléments qui sont cités, tous les documents qui sont cités dans le livre existent bien, je vous le confirme. Non, alors, sur le fond, sur l'attentat. Effectivement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que il y a notamment des expertises balistiques qui ont été faites par le juge Trévidic et les juges Marc Trévidic et Nathalie Poux, et qui indiquent que la plus forte probabilité, c'est que le tir qui a battu l'avion venait du camp de Kanambé, donc une zone qui à l'époque était inaccessible au FPR et qui était tenue par les extrémistes Hutus. Et donc, aujourd'hui, c'est effectivement l'hypothèse la plus probable, sachant qu'il faut remettre ça aussi dans un certain contexte, c'est-à-dire que derrière, il y a aussi, ça a été documenté, un coup d'État, finalement, qui est fomenté à ce moment-là, pour finalement renverser un président Abiyarimana jugé trop mou, trop faible. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse très rapide, faire référence aux travaux très intéressants de François Graner, qui est une personne qui a compilé les déclarations des militaires des hauts gradés français. Parce que là aussi, quand je dis la France, c'est quelques personnes. Quand je dis les militaires, on parle du haut commandement. Il a compilé ces déclarations de militaires français, de gradés français, et c'est très intéressant parce qu'on voit clairement dans leurs déclarations le soutien finalement qu'ils apportent aux extrémistes. Et on voit même d'ailleurs, ça aussi c'est intéressant à regarder,
comment ces mêmes militaires, finalement, n'acceptent pas les accords d'Arusha. J'explique, les accords d'Arusha, ce sont donc des accords politiques qui ont été conclus en 93 pour que le FPR revienne à la table des négociations et repartage le pouvoir à nouveau. Et tout le discours de la France, c'est de dire, mais attendez, nous, on a essayé de tout faire pour justement que le processus politique aille au bout. Le génocide est arrivé, on n'y est pour rien, on l'a pas vu venir en quelque sorte. Mais j'apporte cette précision parce que c'est intéressant de voir dans leurs propres déclarations, dans leurs propres textes, parce que la plupart de ces militaires ont écrit des livres, ont donné des interviews, de documenter ce point-là. Donc voilà, effectivement, aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable est celle-là. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant des années, cette instruction judiciaire a été l'objet de manipulations, mais absolument incroyables. Parce qu'aujourd'hui, on en arrive à ce point-là. Bon, les juges n'ont pas réussi, je ne sais pas s'ils y arriveront, à mettre la main sur les lanceurs, ceux qui ont tiré. Ça risque d'être assez compliqué. Est-ce que ce sont des extrémistes tout eux-mêmes? Est-ce que ce sont des mercenaires? Est-ce que ce sont des militaires? Bon, ces questions restent en suspens, elles n'ont pas été tranchées pour l'instant. Pour être tout à fait précis, là, l'enquête arrive à son terme. Il y aura peut-être d'ultimes actes qui vont être lancés par les juges, mais on arrive au bout finalement. Et un mot, parce que ça c'est intéressant aussi, et ça rejoint le cœur de notre sujet, sur la manipulation de cette enquête. Parce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, effectivement, avant le juge Trévidic, il y a eu, alors c'était pas une juge, c'était un juge, le juge Bruguière. Certains disent que c'est... Avant Bruguière, je parle même encore... Alors non, Bruguière a été... Il n'y a pas eu avant Bruguière. Bruguière a été le premier. Je vous parle de la procureure Carla Del Ponte. Ah d'accord. Qui a été nommée à la TPI. Bruguière arrive bien après. Hein. D'accord, ok. On ne parlait pas de la même chose. L'enquête a abandonné. Et pour rebondir sur ce que vous disiez d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que là, je crois qu'on occupe aussi une petite chose. C'est que, concernant justement le problème, c'est pour ça que j'ai soulevé la question, concernant justement le problème de la destruction de cet avion, il y a quand même eu manipulation. C'est possible qu'il y ait des manipulations, je ne sais pas quelle la part de vérité ou de faux, mais il n'en demeure pas moins que, d'autre part, il y a eu quand même des témoignages aussi venant du FPR de personnes qui étaient au FPR. J'allais y venir. Voilà. Donc, mais alors juste un mot quand même avant de développer ça, de dire que vous avez bien conscience que cette enquête sur l'attentat contre l'avion, elle masque évidemment que c'est intéressant judiciairement de savoir qui a fait cela. Et d'ailleurs, s'il y a eu une instruction judiciaire qui a été ouverte en France, c'est parce qu'il y avait aussi dans l'avion non seulement le président rwandais et le président burundais, mais qu'il y avait aussi des Français. Et que c'est la famille de l'équipage français qui a déposé plainte, et l'enquête est partie comme ça finalement. Alors bien sûr, derrière, il y a un intérêt historique. Mais enfin, il ne faudrait pas que, vous savez, on dit quand on montre la Lune, on regarde le doigt. Bon, ça a un petit peu servi à ça, et notamment dans le cas de l'enquête Bruguière, donc le premier juge d'instruction qui prend cette enquête en main, l'enquête va être complètement minée. Et je parlais de manipulation. On va retrouver un personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, Paul Baril, qui va s'inviter dans cette enquête, amener des témoins sur des plateaux qui s'avéreront être de faux témoins, notamment effectivement certains témoins indiquant que c'était le FPR. Le juge Bruguière partant sur un raisonnement a priori. L'expérience montre que dans une enquête, il ne faut jamais raisonner a priori, il faut rassembler les éléments, les témoignages. Après, on tire des conclusions. Le raisonnement a priori étant de dire que Paul Kagame aurait fomenté l'attentat en espérant qu'il y ait le génocide derrière, une espèce de politique du pire, et donc il est parti sur cette idée. Il invite dans sa propre enquête Paul Baril, qui lui-même, je l'ai dit tout à l'heure sans développer, qui a quand même collaboré avec le régime, qui est en lien avec un autre personnage extrêmement trouble qui s'appelle Fabien Singaye, qui est un représentant du régime à Biarimana en Suisse, qui lui aussi est chargé de suivre de très près les opposants, ceux qui ne sont pas dans la ligne. Le même Fabien Singaye va se retrouver comme traducteur dans la procédure Bruguière.
évidemment est complètement vicié, parce que là, ce sont des gens qui sont jugés partis. Le même Fabien Singaillé qui travaille dans une société de sécurité avec Paul Baril, on le détaille longuement dans l'ouvrage. Je m'arrête là. Donc, on voit bien que cette enquête Bruguière s'effondre comme un château de cartes. Tout ça pour dire que quand le juge Trévidic reprend l'enquête en main, c'est compliqué, il faut quasiment tout reprendre à zéro. Pour vous dire, le juge n'avait même pas fait, ce qui est quand même le b.a.-ba, une reconstitution sur place, n'était même pas allé sur le terrain, pas d'expertise, voilà, donc on partait quand même de très très loin. Finalement, on voit bien que cette enquête Bruguière elle était très politique. Et que d'ailleurs, à partir du moment où le juge Bruguière a conclu son enquête, lançant des mandats d'arrêt contre le haut responsable du FPR, à ce moment-là, il y a eu une rupture diplomatique entre la France et le Rwanda, mais c'était une enquête plus politique que judiciaire. Donc, voilà en deux mots sur l'enquête. Madame demandait... alors pourquoi? La grande question, c'est pourquoi. Alors là, moi, je reste assez modeste là-dessus. J'ai quelques pistes de réflexion. Effectivement, on s'interroge, on se demande pourquoi être allé si loin, quels étaient les intérêts derrière. En général, ce qu'on nous explique, ce qu'on lit un peu partout, c'est qu'il fallait défendre la sphère d'influence française dans la région, donc contre la sphère anglo-saxonne. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, bien sûr que ça existait, certains témoins nous l'ont confirmé, c'était présent dans l'état d'esprit de certaines personnes, de certains dirigeants, mais en même temps, ça me semble une explication insuffisante. C'est vrai, ça a été dit, le Rwanda n'est pas historiquement une colonie française, donc on ne voit pas bien, même il n'y a pas d'accord de défense avec le Rwanda, contrairement à ce qu'on dit. Par contre, il y avait des accords de coopération avec la gendarmerie qui dataient de 1975, qui ensuite ont été modifiés au début des années 80, puis surtout en 1992. Donc un simple accord de coopération avec la gendarmerie se transformait à une assistance à l'ensemble de l'armée et des forces armées rwandaises. Alors, donc il y a cette explication qui a peut-être joué tout de même malgré tout. En même temps, il y en a sans doute d'autres. On explique dans le livre notamment qu'il y a peut-être des intérêts, alors pas sur des intérêts économiques directement au sein du Rwanda, mais peut-être des liens un petit peu plus affairistes. On parle de Jean-Christophe Mitterrand, des liens qu'il avait avec le fils Habyarimana également. Il y a peut-être aussi des intérêts diplomatiques, le Rwanda aux Nations Unies, en espérant peut-être un moment s'assurer ses faveurs. Moi je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose de plus à la fois géostratégique et politique, c'est-à-dire que finalement la France n'a pas voulu lâcher ce régime complètement discrédité, malgré le discours... Vous connaissez peut-être le discours de la Baule de François Mitterrand en 1990, où en gros, il conditionne l'aide de la France à la bonne gouvernance démocratique des régimes africains. Bon, il n'en est rien. On peut se demander, parce que là, on fait quand même, tous les réseaux que je décris, c'est ce qu'on appelle communément la France-Afrique, pour aller vite. On peut se demander dans quelle mesure on n'a pas voulu lâcher Habyarimana, parce que finalement, malgré cet enclenchement absolument sanglant, je dis que ça aurait été un signal donné à nos autres alliés de la France-Afrique, le Congo-Brazzaville ou le Gabon. C'est une piste de réflexion. Mais aujourd'hui encore, alors on parle d'aveuglement, bon, il y a aussi, je l'indiquais tout à l'heure, le fait qu'une partie de l'état-major militaire ait eu la main finalement, c'était le politique qui décidait, mais on peut se demander dans quelle mesure cet état-major militaire n'a pas pesé de tout son poids sur la décision politique. Donc ça fait peut-être encore partie, je disais qu'on avait une bonne partie des pièces du puzzle, ça fait peut-être encore partie des pièces du puzzle qu'il manque, il y a encore des choses à documenter là-dessus, sur finalement le pourquoi. Et non, juste pour finir d'une phrase, sur pourquoi cet entêtement à nier, bon, vu le tableau assez sombre, et encore on n'a pas tout évoqué,
vous voyez bien qu'il y a un enjeu qui est très important. Je ne parle même pas de l'enjeu judiciaire, mais un enjeu historique. Il a fallu attendre 1999 pour qu'officiellement qu'on reconnaisse qu'il y a eu une guerre en Algérie. Bon, on va appeler ça l'événement, au bout d'un moment. Combien de temps il faudra? Là, on est sur des enjeux d'image très très forts finalement, parce que là on parle de personnes avec des égos très importants, ils jouent leur place dans l'histoire aussi. Est-ce que c'est pas aussi financier? Non. Je pense pas que ça soit la clé fondamentale, même si bien sûr il y a pu avoir des trafics. Non, financier dans le sens que quand on reconnaît ce qu'on a fait, bon, après, il vient derrière la reconnaissance et après une indemnisation des dégâts qu'on a pu causer. Est-ce que... Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça, tout à fait. Non, moi on parle de personnes qui veulent sculpter leur place dans l'histoire. Oui, je comprends bien, mais bon, en plus... C'est d'ailleurs, juste finalement, mais si on parle de sculpter leur place dans l'histoire, c'est intéressant de voir justement l'attitude de Pierre Péan, qui avait publié le livre révélant, en collaboration avec François Mitterrand, le passé vichiste de François Mitterrand. Et finalement, c'était un livre qu'il a fait avec François Mitterrand plutôt que contre, d'ailleurs en lien avec l'Institut François Mitterrand, pour que finalement ce passé qui a du mal à passer, François Mitterrand voulait quand même qu'il sorte dans de bonnes conditions, et est un peu dépassé par la polémique qui s'en est suivie. Il est intéressant de voir que c'est la même personne qui finalement ensuite va monter, va s'impliquer le plus pour défendre l'image de François Mitterrand dans cette affaire. Est-ce que la question de monsieur qui concerne les témoins qui sont des anciens membres du FPR dans le dossier. Je pense que là je veux savoir peut-être est-ce que ces témoignages, puisqu'ils émanent de personnalités qui étaient proches de Kagame, est-ce qu'ils ne sont pas crédibles? C'était ça votre question, n'est-ce pas? Qu'en est-il?